Un ami à moi est venu me rendre visite et a demandé pourquoi je dormais dans la chambre du fond. Ma belle-fille a souri avec mépris et a dit « Cette maison est à moi, les vieux doivent se taire ». Elle ne savait pas qui il était. Et seulement 10 minutes plus tard, vous savez ce moment où vous réalisez que votre vie entière est sur le point de changer? Eh bien, le mien s'est produit un mardi, 15h37 de l'après-midi, quand la sonnette a retenti. J'étais dans la buanderie, ou plutôt dans ce qu'il en restait, parce que ma chambre se trouvait maintenant là, coincée entre la machine à laver et le mur humide qui ne séchait jamais. 2 mètres sur 3, une fenêtre minuscule qui laissait à peine entrer la lumière. L'odeur de moisi collait à ma peau comme un second vêtement, de ceux qu'on n'arrive pas à enlever même en lavant 3 fois. Quand j'ai entendu la voix d'Henri dans le salon, mon cœur a bondi. « Henri, cela faisait 6 mois que je n'avais pas vu mon vieil ami. 6 mois depuis que Corinne avait peu à peu coupé tous mes liens avec le monde extérieur. « Monsieur est très fatigué pour recevoir des visites, disait-elle à mes amis à la porte. Il est tellement confus ces derniers temps, mieux vaut ne pas le déranger. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne Les Conseils de Papy, abonnez-vous maintenant, parce que ce qui va suivre va toucher chaque fibre de votre corps, et vous allez vouloir suivre jusqu'à la fin. Je suis sorti de la buanderie lentement. Mes articulations me faisaient mal, non seulement à cause de l'âge, mais parce que ce matelas fin, en mousse bon marché, détruisait ma colonne vertébrale. Moi, Marcel, qui pendant 40 ans avait dormi dans un lit king size, avec un matelas orthopédique importé, je me réveillais maintenant avec des douleurs qui remontaient des lombaires jusqu'à la nuque. Quand je suis arrivé au salon, mon salon que Françoise et moi avions décoré pierre par pierre au cours de 4 décennies, la scène m'a transpercé comme du verre. Corinne était assise dans mon fauteuil Voltaire, ce fauteuil en velours vert émeraude qui avait appartenu à ma grand-mère, rapporté par bateau de Bretagne en 1932. Elle avait les jambes croisées, ongles rouges tapotant sur la coudoir, sourire de celle qui possède tout. Henri était debout, costume gris impeccable, porte-document en cuir italien à la main. Ses yeux bruns intelligents que je connaissais depuis 40 ans, ont parcouru le salon. Il a tout vu. Les taches sur le tapis perçant que personne ne nettoyait plus. Le portrait de mariage de Françoise et moi, qui avant était accroché au mur principal et qui maintenant était jeté dans un coin, tourné vers le mur. Les coussins brodés à la main par ma mère, froissés et sales. Et puis il m'a vu, trop maigre. Le pantalon que je portais était vieux, décoloré, non pas parce que je n'en avais pas d'autre, mais parce que Corinne avait fermé à clé mon dressing et disait que les beaux vêtements étaient du gaspillage pour quelqu'un qui ne sortait pas de la maison. Mes cheveux, que j'avais toujours gardés bien coupés et teints, étaient gris et ébouriffés. J'avais l'air d'avoir 10 ans de plus que mon âge réel. Marcel. Sa voix est sortie basse, contrôlée, mais je connaissais Henri. J'ai vu la colère contenue au coin de sa bouche. Content de te voir. Avant que je puisse répondre, Corinne s'est levée. 30 ans, corps de quelqu'un qui fréquente la salle de sport religieusement. Cheveux lisses et brillants tombant dans le dos. Elle portait une robe très chère achetée avec mon argent, j'ai réalisé après, et elle avait cet air de maîtresse de maison qui me faisait me sentir comme un intrus dans ma propre vie. « Henri, quelle surprise !» dit-elle, voix mielleuse, fausse. « Je ne savais pas que vous étiez en ville. »« Je suis arrivé hier de Londres, » répondit-il, yeux fixés sur elle. « J'ai pensé venir rendre visite à mon vieil ami, mais dites-moi, Corinne. » Il fit une pause, regardant autour de lui. Pourquoi Marcel dort-il dans la chambre du fond? Le silence qui tomba dans le salon fut lourd comme du plomb. Julien, mon fils, était assis sur le canapé, mon canapé où Françoise et moi regardions des films le dimanche. Il baissa les yeux, ne me défendit pas, ne dit rien, se contentant de s'enfoncer dans le siège comme quelqu'un qui veut disparaître. Corinne, cependant, sourit. Ce sourire que j'avais appris à détester, un sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Henri, dit-elle, croisant les bras,
Vous comprenez, n'est-ce pas? Les personnes âgées ont besoin de soins spéciaux et cette chambre est plus adaptée, plus proche des toilettes de service, plus pratique pour sa routine. Elle fit une pause, puis lâcha les mots qui resteraient gravés dans ma mémoire pour toujours. Cette maison est à moi maintenant, et les vieux, eh bien, les vieux doivent comprendre leur place et se taire. J'ai eu l'impression qu'on m'enfonçait un couteau dans la poitrine. Ce n'était pas la première fois. Corinne m'avait déjà humilié de plusieurs façons ces derniers mois, mais dire cela devant Henri, devant un témoin extérieur, montrait à quel point elle se sentait en sécurité, intouchable. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Henri n'était pas n'importe quel ami. Il était avocat fiscaliste, associé fondateur de l'un des plus grands cabinets d'avocats de France. Un homme qui avait consacré 50 ans de sa vie à démonter des montages frauduleux, des détournements de fonds et des manipulations financières. Et plus important encore, il avait été le meilleur ami de ma femme. Françoise lui faisait confiance plus qu'à quiconque au monde. Henri ne changea pas d'expression, ouvrit seulement son porte-documents lentement, avec ce calme chirurgical de quelqu'un qui a vu le pire de la nature humaine et qui ne s'étonne plus. « Je comprends parfaitement, dit-il voix basse, dangereusement calme. D'ailleurs, Corinne, il y a quelque chose dont nous devons discuter. Puis-je voir cette chambre du fond ?» Corinne hésita. Pendant une seconde, juste une seconde, je vis la peur passer dans ses yeux, mais elle était douée pour cacher, douée pour mentir. « Bien sûr, dit-elle, souriant à nouveau. Mais c'est très simple, vous savez, rien d'extraordinaire. » Henri me regarda et dans ce regard, je vis tout. Je vis qu'il savait, qu'il était venu préparer, que les 10 prochaines minutes allaient tout changer, parce qu'Henri n'était pas venu me rendre visite par hasard. Il était venu accomplir une promesse qu'il avait faite à ma femme 3 ans auparavant, 2 mois avant que Françoise ne meure. Et Corinne était sur le point de découvrir qu'elle venait de déclarer la guerre à la mauvaise personne. Mais avant de savoir ce qu'Henri gardait dans ce porte-document, je devais comprendre comment j'en étais arrivé là. Comment un homme de 70 ans qui avait construit une vie entière avait été réduit à une ombre dans son propre foyer. Laissez-moi vous raconter comment on efface une personne petit à petit. Ce n'est pas avec de la violence, ce n'est pas avec des cris, c'est avec de petits gestes, des commentaires lancés, des sourires faux. C'est comme une érosion. On ne voit pas la pierre être détruite, mais un jour on regarde et il ne reste rien. Quand Françoise est morte, il y a 3 ans, mon monde s'est effondré. 42 ans de mariage ne s'effacent pas facilement. Elle a eu une crise cardiaque foudroyante un dimanche matin, pendant qu'elle arrosait les orchidées dans le jardin. Elle est tombée là, entre les fleurs qu'elle aimait tant. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire vraiment au revoir. Les premiers mois ont été un brouillard de douleur. Julien a été merveilleux, je dois l'admettre. Il dormait ici 3 fois par semaine, faisait les courses avec moi, s'asseyait à mes côtés sur le canapé juste pour me tenir compagnie. Mon fils unique, je pensais que je ne le perdrais jamais. Mais alors Corinne est apparue. Ils se sont rencontrés lors d'un événement d'entreprise. Julien travaille comme chef de projet dans une société de technologie. Corinne était coordinatrice marketing, jolie, articulée, pleine de charme. 8 mois après les funérailles, Julien me l'a présentée lors d'un déjeuner dominical. Je me souviens encore aujourd'hui. Elle est arrivée avec un bouquet de lys blanc. « Parce que vous méritez des fleurs », dit-elle en souriant. Elle a complimenté tout dans la maison, la décoration, les tableaux, la vaisselle. Quel bon goût, monsieur Marcel. Cette maison a de l'histoire dans chaque coin. Je l'ai appréciée. Je jure que je l'ai appréciée. Quand Julien m'a dit 3 mois plus tard qu'ils allaient se marier, j'ai embrassé tous les deux, donné ma bénédiction. Françoise aurait été heureuse de savoir que notre fils avait trouvé quelqu'un. Le mariage était beau, simple, mais élégant. Corinne portait une robe en dentelle qui soulignait chaque courbe de son corps. Pendant la fête, elle est venue vers moi et a dit « Merci de m'accepter dans la famille, beau-père. Je vais très bien m'occuper de Julien. » J'aurais dû prêter attention au mot « occuper » parce que pour Corinne, s'occuper signifiait contrôler. 2 semaines après la lune de miel, elle et Julien sont venus ici. « Papa,
dit mon fils, s'asseyant à mes côtés. Tu ne devrais pas rester seul dans cette grande maison. On pensait, et si on venait habiter avec toi, ce serait bien pour tout le monde. Tu aurais de la compagnie et nous économiserions un loyer. Cela semblait raisonnable, cela semblait affectueux, cela semblait une solution parfaite à la solitude qui m'étouffait. J'ai dit oui, ce fut mon erreur, l'erreur qui coûterait ma dignité. Au début, c'était subtil. Corinne a réorganisé la cuisine pour la rendre plus fonctionnelle. Elle a changé quelques meubles du salon parce qu'ils étaient trop vieux. Elle a accroché de nouveaux tableaux pour moderniser. Je l'ai laissé faire. Après tout, elle était ma belle-fille. Et j'essayais d'être un beau-père sympa, pas de ces beaux-pères contrôlants que tout le monde déteste. Mais alors les commentaires ont commencé. « Beau-père, cette chemise est un peu démodée. Vous ne trouvez pas ? Et si on donnait un coup de neuf à votre garde-robe ? Oh là là, monsieur Marcel, vous utilisez encore ces casseroles. Elles sont si lourdes. Je vais en acheter de nouvelles anti-adhésives. Ce tapis persan est magnifique, mais ne serait-il pas temps de le nettoyer ? Il a une odeur un peu de moisi. » Chaque commentaire était une piqûre, petite, presque imperceptible, mais ça faisait mal. 3 mois après leur emménagement, j'ai remarqué que mes amis avaient cessé de venir. Jacques, mon ami de 40 ans, a appelé un après-midi, demandant si j'allais bien. « Marcel, j'ai essayé de te rendre visite 2 fois cette semaine, mais Corinne m'a dit que tu n'étais pas bien. Tout va bien ?» Je n'étais pas indisposé. Je ne savais même pas que Jacques était venu. J'ai confronté Corinne. Elle a souri tranquillement. « Ah, beau-père, pardon, c'est que vous faites tellement de siestes pendant la journée. J'ai pensé qu'il valait mieux ne pas déranger. Et en plus, la maison est tellement en désordre avec les travaux. C'est même gênant de recevoir des visites, vous ne trouvez pas ? » Quels travaux ? Je n'avais autorisé aucun travaux, mais quand je suis monté dans ma chambre, la suite parentale que Françoise et moi avions partagée pendant des décennies, j'ai trouvé la porte verrouillée. Ah, ça ! Corinne est apparue derrière moi, clé tintant dans sa main. On fait une petite rénovation dans la salle de bain. Infiltration, vous savez. En attendant, vous pouvez utiliser la chambre d'amis. La chambre d'amis était plus petite, beaucoup plus petite, mais j'ai accepté. C'était temporaire, ai-je pensé. Seulement temporaire est devenu 1 mois, puis 2, puis 3. Et mes affaires ont commencé à disparaître. D'abord, ce furent les porcelaines de Limoges de ma mère. 18 pièces rarissimes, peintes à la main qu'elle avait collectionnées toute sa vie. Elles étaient dans la vitrine du salon depuis 20 ans. Un jour, la vitrine était vide. « Corinne, où sont les porcelaines ? » « Ah, beau-père, je les ai mises dans un endroit sûr. Vous savez, avec la rénovation, elles pourraient se casser. Je vous les rendrai après. » Elle ne les a jamais rendues. Ensuite, ce fut la montre de Gousset en or, celle que mon grand-père me donna sur son lit de mort, tenant ma main, les yeux déjà opaques. « Prends-en soin, Marcel. C'est la seule chose que j'ai. » Elle a disparu de mon coffret à bijoux. « Corinne, tu as vu ma montre ? » « Quelle montre, beau-père ? Ah, celle en or. Non, elle doit être quelque part. Vous êtes tellement distrait ces derniers temps. » Je n'étais pas distrait. Je n'ai jamais été distrait. Mais Corinne a commencé à planter cette graine dans la tête de tout le monde. Pauvre monsieur Marcel, il devient tellement confus. L'autre jour, il m'a posé 3 fois la même question. Je pense que c'est l'âge, non ? Normal. Julien a commencé à me regarder différemment, avec pitié, avec cette préoccupation qu'on a pour quelqu'un qui perd ses facultés. Et le pire, il l'a cru. Quand la rénovation de la chambre s'est terminée, parce que oui, il y avait une vraie rénovation. 35 000 € sont sortis de mon compte sans mon autorisation. Corinne m'a dit en souriant, « Beau-père, c'est devenu magnifique. Je vais vous montrer. » Elle a ouvert la porte de la suite parentale. Ma chambre. La chambre où j'avais dormi avec Françoise pendant des décennies, où mon fils avait été conçu, où j'avais pleuré la mort de ma femme. C'était complètement différent. Elle avait peint les murs en gris anthracite, changé tout le mobilier.
Le lit était nouveau, moderne, capitonné. L'armoire encastrée avait des portes-miroirs. La salle de bain avait été rénovée avec du marbre de Carrare et des finitions dorées. C'était magnifique, c'était cher, et il n'y avait rien de moi là-dedans. Où sont mes affaires? Ma voix est sortie tremblante. Ah, ces vieux meubles, je les ai donnés, beau-père. Ils étaient tellement usés. Mais regardez comme c'est devenu merveilleux. Elle avait donné le lit où ma femme est morte, l'armoire que mon père m'avait offerte comme cadeau de mariage, la coiffeuse Napoléon III qui appartenait à ma grand-mère. Tout avait disparu sans ma permission. Et quand j'ai essayé de parler à Julien, il m'a embrassé, paternaliste. Papa, je comprends qu'il soit difficile d'accepter les changements, mais Corinne ne veut que le meilleur. Ces meubles étaient vraiment vieux. La maison a besoin de se moderniser. Ce n'était pas une question de meubles, c'était une question de mémoire, de respect de qui j'étais. Et papa? Il continua à voix basse. Tu peux continuer dans la chambre d'amis. C'est confortable là-bas, non? La chambre d'amis devenait trop petite parce que 2 semaines plus tard, Corinne m'a dit qu'ils avaient besoin de cette chambre pour monter un bureau. Julien allait travailler de la maison parfois, il avait besoin d'espace. Vous pouvez rester dans la petite chambre du fond pour l'instant, c'est juste le temps qu'on s'organise mieux. La petite chambre du fond. Ce trou de 2 mètres sur 3 à côté de la buanderie, avec une odeur d'humidité et une petite fenêtre qui ventilait à peine. Et c'est là que je me suis retrouvé, avec mes vêtements dans des cartons en carton, avec un matelas fin en mousse, avec une lampe de chevet qui clignotait et menaçait de s'éteindre à tout moment. 6 mois. Il n'a fallu que 6 mois depuis leur emménagement jusqu'à ce que je devienne un prisonnier dans ma propre maison. 6 mois pour perdre mon espace, mes affaires, ma dignité. 6 mois pour découvrir que la belle-fille gentille était en réalité une manipulatrice brillante. Et le pire était encore à venir. Parce que Corinne ne voulait pas seulement ma maison. Elle voulait mon argent. Et elle avait un plan pour tout obtenir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Conseils de Papy, de laisser un like si cette histoire vous touche et de commenter d'où vous nous regardez. Votre soutien aide d'autres personnes à trouver ces histoires et à savoir qu'elles ne sont pas seules. Vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre maison. Je ne parle pas de solitude. Je parle d'être traité comme un vieux meuble qui gêne, qui prend de la place, que tout le monde veut voir disparaître mais n'a pas le courage de jeter. C'est comme ça que je me sentais tous les jours. Corinne avait pris le contrôle complet. Et quand je dis complet, c'est vraiment complet. Elle a changé les serrures. Toutes. Je l'ai découvert un jeudi matin quand j'ai essayé de sortir par la porte d'entrée pour arroser les orchidées du jardin, les mêmes que Françoise avait plantées, les dernières choses vivantes qui restaient d'elle dans cette maison. La clé n'est pas entrée, j'ai réessayé, rien. Corinne, la serrure a un problème. J'ai appelé. Elle est apparue de la cuisine, séchant ses mains dans un torchon. Mon torchon, celui avec des tournesols brodés que ma sœur avait fait avant de mourir. Ah, j'ai oublié de vous prévenir, beau-père. On a changé les serrures hier. Pour la sécurité, vous savez. Il y a eu beaucoup de cambriolages dans le quartier. Il n'y avait aucun cambriolage. Nous habitions dans une résidence fermée avec sécurité 24 heures sur 24. Et ma clé? Ah, seulement Julien et moi en avons. C'est plus sûr comme ça. Si vous avez besoin de sortir, vous n'avez qu'à me prévenir et je vous ouvre. Devoir demander la permission de sortir de ma propre maison. Laissez ça s'imprégner un peu. Mais le pire, ce n'était pas les serrures. Le pire, c'était de voir Corinne utiliser mes affaires comme si elles étaient à elle, comme si elle avait construit cette vie, comme si chaque objet n'avait pas une histoire, une mémoire, un morceau de moi. Le service en argent, par exemple, 128 pièces que ma grand-mère avait rapportées de Bretagne en 1932. Chaque couvert, chaque assiette, chaque plat avait une marque, un poids, une âme. J'avais utilisé ce service lors de mon mariage, pour nos noces d'argent, pour les 80 ans de ma mère. Corinne l'utilisait pour dîner avec ses amis. Tous les vendredis, elle organisait des dîners. Elle invitait 5, 6 amies, femmes de son âge, pleines de botox, ongles faits, vêtements de marque. Elles arrivaient en riant fort,
avec leurs sacs chers et leurs parfums écœurants qui prenaient possession de toute la maison. Et Corinne servait dans mes assiettes, mes cristaux, mes couverts en argent. Moi, je restais enfermé dans la petite chambre du fond. Je pouvais entendre les rires, le tintement des verres, la musique forte. C'était comme si je n'existais pas, comme si ma présence était une gêne qui devait être cachée. Une fois, j'ai osé sortir. J'avais soif. Je voulais juste un verre d'eau. J'ai traversé le couloir, suis entré dans la cuisine. Les amis de Corinne étaient là, assises autour de la table à manger. Ma table, celle en acajou massif que Françoise et moi avions achetée dans un antiquaire à Lyon il y a 30 ans. Elles ont arrêté de parler quand elles m'ont vu. Le silence a été instantané et lourd. Ah, beau-père! Corinne s'est levée en souriant, mais les yeux étaient durs. Vous avez besoin de quelque chose? Je voulais juste de l'eau. Bien sûr, je vais vous l'apporter dans votre chambre. Restez tranquille, retournez là-bas, vous devez être fatigué. Elle m'a escorté comme si j'étais un enfant. Ou pire, comme si j'étais un fou qui ne pouvait pas circuler librement. Quand elle est revenue avec le verre d'eau, je l'ai entendu dire à ses amis en riant « Le pauvre, l'âge arrive, il est un peu perdu parfois. » Elles ont ri aussi. Elles ont ri de moi. Et cette nuit-là, pendant qu'elles buvaient du vin de la cave que Françoise avait constituée pendant 20 ans, des bouteilles qui coûtaient 80 € chacune, je suis resté dans la petite chambre, regardant le plafond taché de moisissures, goûtant le goût amer de l'humiliation. Mais ce qui m'a vraiment brisé, c'est de découvrir ce qu'elle faisait avec mon argent. Françoise m'avait laissé bien, très bien. En plus de la maison qui valait 800 000 €, elle avait des investissements, des placements, une retraite généreuse. Je recevais environ 4 500 € par mois. Je n'étais pas riche, mais c'était confortable, suffisant pour bien vivre, voyager, aider mon fils. Seulement l'argent a commencé à disparaître. Au début, ce furent de petites sommes. Corinne me demandait de signer des chèques pour payer les factures de la maison. Supermarché, électricité, eau, Internet. Ça avait du sens. Ils habitaient avec moi. C'était juste de partager les dépenses. Je signais sans trop réfléchir. 180 €, 250 €, 320 €. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer. 380 € de supermarché. Nous n'étions que 3 personnes. Même en achetant des produits chers, ça ne faisait pas ça. J'ai demandé à voir les factures. « Ah, beau-père, je les ai jetées sans faire exprès, mais vous pouvez me faire confiance. Tout est correct. » Confiance? Ce mot commençait à me donner la nausée. Quand j'ai finalement réussi à accéder à mon relevé bancaire, parce que oui, Corinne avait changé le mot de passe de mon compte en ligne, disant que c'était pour ma sécurité, j'ai failli m'évanouir. 32 700 € en 4 mois. Virement, retrait, achat, tout autorisé avec ma signature, ou du moins ce qui semblait être ma signature. Magasin de meubles, 8 500 €, bijouterie, 4 200 €. Carte de crédit que je ne savais même pas qui existait, 11 000 €. Virement vers le compte de Corinne, 8 500 €. Ma tête tournait, mon estomac se retournait. J'ai cherché Julien. Il était dans le salon sur son ordinateur portable. « Julien, nous devons parler. » Il a à peine levé les yeux. « Vas-y, papa. Il y a de l'argent qui disparaît de mon compte, beaucoup d'argent. » Maintenant, il a regardé, mais pas avec inquiétude, avec irritation. « Papa, tu as autorisé toutes ces dépenses. Corinne s'occupe de tes finances pour que tu n'aies pas à t'inquiéter. Tu es tellement distrait ces derniers temps. » Je ne suis pas distrait. Ma voix est sortie plus forte que je ne le voulais. « Julien, c'est 32 700 €. Je n'ai pas autorisé ça. »« Papa, pour l'amour du ciel, Corinne t'aide. Sans elle, tu serais perdu dans cette grande maison, sans savoir payer une facture. Tu devrais la remercier au lieu d'inventer ces choses. » Inventer? Mon propre fils me traitait de menteur. « Julien, je t'ai élevé seul après la mort de ta mère quand tu avais 10 ans. J'ai travaillé 40 ans comme expert comptable. J'ai géré des entreprises. Je n'ai jamais laissé une facture impayée. Et maintenant tu me dis que je ne sais pas gérer mon propre argent. » Il a soupiré. Ce soupir fatigué de quelqu'un qui traite avec un enfant têtu.
Papa, là j'arrive pour tout le monde. Ce n'est pas une honte, mais tu dois accepter de l'aide. Il est retourné à son ordinateur. Pour lui, la conversation était terminée. Pour moi, quelque chose était mort là, parce que j'ai réalisé que Julien avait choisi, et il n'avait pas choisi moi. Cette nuit-là, assis sur le matelas fin de la petite chambre du fond, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la première fois depuis que Françoise était morte. J'ai pleuré pour mon mariage, pour mon fils, pour ma maison, pour ma dignité. Mais au milieu des larmes, quelque chose a commencé à grandir en moi. De la colère, pas une colère destructrice, une colère constructive. La colère qui allume un feu là où avant, il n'y avait que des cendres. Parce que je n'étais pas un vieux confus. Je n'étais pas un pauvre type qui avait besoin d'être pris en charge. J'étais Marcel, 70 ans, expert comptable retraité, homme qui avait construit une vie, qui avait élevé un fils, qui avait survécu à la mort de l'amour de sa vie. Et si Corinne pensait qu'elle allait me détruire sans combat, elle se trompait lourdement. Parce que cette nuit-là, en silence, j'ai commencé à tracer un plan. Un plan qui prendrait du temps, de la patience, de l'intelligence, mais qui au final ferait payer Corinne pour chaque humiliation, chaque mensonge, chaque euro volé. C'était une nuit d'août que tout a changé en moi, 3h15 du matin. Je sais parce que j'ai regardé l'horloge digitale cassée qui clignotait sur la petite table à côté du matelas. J'étais réveillé depuis des heures, regardant les taches d'humidité au plafond. Ces taches avaient des formes étranges. Une ressemblait à un dragon, une autre à un visage déformé. Je restais là nuit après nuit, cataloguant les taches comme si c'étaient des constellations de mon propre enfer particulier. Mais cette nuit était différente, parce que j'ai réalisé quelque chose. Corinne avait commis une erreur que les femmes comme elle font toujours quand elles se sentent trop puissantes, trop en sécurité. Elle m'avait sous-estimé. Corinne voyait un vieux de 70 ans, cheveux blancs, mains tremblantes, vivant dans une petite chambre misérable. Elle voyait une victime, un pauvre type, quelqu'un qui avait abandonné. Mais elle ne voyait pas qui j'étais vraiment. Marcel Dubois, diplômé en sciences comptables de l'université Paris-Dauphine en 1976. 40 ans de carrière dans une multinationale, passant d'assistant à directeur de contrôle de gestion. L'homme qui avait audité les bilans d'entreprises multimillionnaires, qui avait trouvé des fraudes cachées dans des feuilles de calcul complexes, qui n'avait jamais, en 4 décennies, laissé passer un chiffre erroné. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres étaient de ma langue maternelle. Je me suis levé du lit lentement, les articulations craquant. Le sol était glacé. Août à Paris est comme ça. Journée chaude, nuit fraîche. J'ai ouvert la porte de la petite chambre avec précaution pour ne pas faire de bruit. La maison était silencieuse. Corinne et Julien dormaient dans la suite du 2e étage. Mon ancienne suite. Je suis allé à la cuisine à pas silencieux. Mon cœur battait fort, mais pas de peur, de détermination. J'ai allumé le vieil ordinateur portable qui fonctionnait encore. Corinne m'en avait donné un nouveau, plus facile à utiliser. Mais j'avais gardé l'ancien justement pour ça. Elle ne savait pas que je savais utiliser les ordinateurs. Je l'ai laissé penser que j'étais un analphabète numérique. Pratique. J'ai accédé à mon compte bancaire via le site de la banque. Le nouveau mot de passe, celui que Corinne avait changé pour ma sécurité, je l'avais découvert il y a quelques semaines. Il était sur un post-it collé sous le clavier de son ordinateur. Les gens arrogants sont négligents. Et alors j'ai commencé. J'ai ouvert une feuille Excel, ma vieille amie de 4 décennies. J'ai créé des colonnes, date, montant, destinataire, description, autorisation. Et j'ai commencé à transférer chaque mouvement des derniers 6 mois dans cette feuille de calcul. Ça m'a pris 3 heures. Quand j'ai terminé, le soleil commençait à se lever. Une lumière pâle entrait par la fenêtre de la cuisine, illuminant mon œuvre. 48 700 €. C'était le montant total qui avait disparu de mon compte. Pas 32 700 comme je pensais avant. 48 700 €. Mais le plus important n'était pas le montant. C'était le modèle. 12 virements vers le compte de Corinne, toujours en montant fractionné, pour ressembler à des dépenses diverses.
920 euros, 1450 euros, 680 euros, 14 chèques encaissés. Et voilà l'or. Je n'ai jamais, de toute ma vie, signé un chèque avec l'écriture inclinée vers la droite. Ma signature a toujours eu une inclinaison vers la gauche, une caractéristique que j'ai acquise quand je me suis cassé le poignet à 30 ans et que j'ai dû réapprendre à écrire. Mais ces signatures sur les chèques, toutes inclinées vers la droite. Falsification. J'ai photographié chaque page du relevé avec mon vieux téléphone portable. Corinne m'avait aussi donné un smartphone neuf, plus moderne, mais j'avais gardé l'ancien cachet. J'ai pris des photos des chèques compensés, des virements, de tout. Et alors j'ai commencé à chercher autre chose. Dans le placard de la buanderie, qui était à côté de ma petite chambre et que Corinne ouvrait rarement parce qu'elle n'aimait pas le ménage lourd, j'avais gardé des cartons. Des cartons avec des documents qu'elle pensait que j'avais jetés. J'ai trouvé le dossier vert, celui qui contenait les inventaires des antiquités de la maison faits quand Françoise est morte. 16 objets disparus. La montre de Gousset en or, évaluée à 6 800 euros. 3 porcelaines de Limoges, les 15 autres, je ne les avais pas encore localisées. 3 200 euros chacune. Un chandelier en bronze du XVIIIe siècle qui était dans le hall d'entrée. 1400 euros. Une pendule suisse qui appartenait à mon grand-père. 4 500 euros. La liste continuait. Chaque objet, chaque mémoire, chaque morceau de mon histoire avait été vendu, transformé en argent pour que Corinne le dépense en vêtements, bijoux, dîners. J'ai tout photographié. Je suis retourné dans la petite chambre avant qu'il ne se réveille. J'ai tout caché dans une enveloppe Kraft sous le matelas. Et alors j'ai pris le vieux téléphone et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 6 mois. J'ai appelé Henri. Il a répondu à la 3e sonnerie. Voix endormie mais alerte. Marcel, ma voix est sortie tremblante mais ferme. Henri, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'aide, mais je ne peux pas parler maintenant. Où es-tu? À Londres, réunion avec des clients. Je reviens dans 15 jours. Quand tu reviendras, viens me voir, s'il te plaît. Et Henri, ne préviens pas que tu viens. Viens par surprise. Il y a eu une pause. Puis, Marcel, tu vas bien? Tu es en danger? Je ne suis pas en danger physique, mais ma voix a failli. Mais on me vole, on me manipule, et mon fils la croit, elle, pas moi. Je comprends. Sa voix a changé. Elle est devenue dure, professionnelle. La voix de l'avocat qui avait défendu des centaines de cas. Tu as des preuves? J'en ai. Garde-les bien. Ne la laisse pas découvrir. Tu peux tenir encore 15 jours? Je peux. Alors tiens bon, parce que quand je reviendrai, on va en finir avec ça. Je te le promets. J'ai raccroché et pour la première fois en moi, j'ai souri. À partir de ce jour, je suis devenu quelqu'un d'autre. À l'extérieur, je suis resté le même. Le petit vieux confus, oublieux, qui vivait dans la petite chambre du fond. J'ai même exagéré. J'ai commencé à demander les choses 2 fois, à oublier des noms, à paraître plus fragile. Corinne a adoré. Elle a complètement baissé sa garde. Elle a commencé à être encore plus négligente. Elle laissait des documents éparpillés, parlait au téléphone sans fermer la porte, se réjouissait avec ses amis de la facilité de tout ça, et moi, je documentais tout. J'ai enregistré des conversations où elle se moquait de moi avec Julien. J'ai photographié plus de relevés. J'ai trouvé des reçus de vente de mes antiquités sur des sites spécialisés. J'ai découvert qu'elle avait ouvert une carte de crédit à mon nom avec une limite de 12 000 euros, tout explosé. 15 jours. C'est le temps qu'Henri a mis pour revenir de Londres. 15 jours qui ont semblé 15 ans, mais j'ai tenu bon, parce que je savais que la vengeance servie froide est plus savoureuse. Et quand Henri sonnerait à cette porte, quand Corinne ouvrirait en souriant, sans savoir qui était vraiment là, son empire de mensonges allait s'effondrer. Et j'allais être là, au premier rang, pour assister à chaque seconde de sa chute. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à Les Conseils de Papy et de commenter d'où vous nous regardez. Votre soutien aide plus de gens à trouver ces histoires importantes. Instagram, Facebook, réseaux sociaux, des outils merveilleux que Corinne maîtrisait comme une experte.
Je l'ai découvert par hasard un mardi après-midi. Elle avait laissé son téléphone dans la cuisine pendant qu'elle prenait une douche. L'écran était déverrouillé, et là était son profil avec presque 50 000 abonnés. « La famille, c'est tout », disait la bio. J'ai commencé à faire défiler le fil, et mon estomac s'est retourné. Photo d'elle m'embrassant dans le jardin, souriant. Légende. Prendre soin de mon beau-père adoré est ma plus grande joie. La famille, c'est tout. Amour de famille. Respect des aînés. Belle file bénie. 3000 likes, des centaines de commentaires. Quelle beauté, beau-père chanceux, exemple de famille. Dieu vous bénisse pour prendre soin de lui. Je me souvenais de ce jour. Je m'en souvenais parce que j'avais eu faim. C'était la fête des pères. 18 juin. Corinne avait préparé un déjeuner spécial. Rôti de bœuf, farce, riz au safran, salade élaborée. L'odeur avait envahi toute la maison. Mon estomac avait grogné toute la matinée, mais personne ne m'avait appelé pour manger. Je suis resté dans la petite chambre à attendre. 13 heures, 14 heures, 15 heures. J'entendais des rires venant de la salle à manger. J'entendais des bruits de couverts, de verres. Ils mangeaient, Corinne, Julien et 4 autres personnes que je ne connaissais pas, leurs amis. À 16 heures, avec tellement faim que j'étais étourdi, je suis sorti de la chambre, suis allé à la cuisine. La table était en train d'être démontée. Corinne rangeait les restes dans des Tupperware. « Ah, beau-père, pardon. Je pensais que vous dormiez. On vous a appelé, mais vous n'avez pas répondu. » Mensonge. Personne ne m'avait appelé. J'étais resté éveillé tout le temps, justement en attendant. Il reste de la nourriture. Ma voix est sortie petite. Je détestais devoir demander. Ah, il ne reste qu'un peu de farce et de salade. Mais ça ira, non? Laissez-moi vous faire une assiette. Elle m'a servi dans une assiette en plastique, de celles jetables qu'on utilise pour les pique-niques. 2 cuillères de farce froide, 3 feuilles de laitue fanée, un minuscule morceau de rôti, plus d'os que de viande. Les restes de mon propre argent, de ma propre maison, le jour de la fête des pères. Et 30 minutes plus tard, elle a posté cette photo. Nous deux souriant dans le jardin. Elle m'avait demandé « Venez, beau-père, on va prendre une belle photo. » J'y suis allé parce qu'une partie de moi voulait encore croire qu'il y avait quelque chose là, un reste d'humanité. La photo était parfaite, son sourire, sincère, le mien fatigué mais présent. Personne ne verrait la fin, personne ne saurait l'humiliation. Mais ce qui m'a vraiment détruit, c'est de découvrir ce qu'elle faisait avec mes affaires. J'ai commencé à chercher sur Internet, sites d'antiquaires, places de marché, ventes aux enchères. J'ai utilisé des descriptions des objets qui avaient disparu. Et j'ai trouvé le chandelier en bronze, 18e siècle, travail français en relief, vendu 3 semaines plus tôt pour 680 € sur un site appelé Reliques du passé. Le vendeur, utilisateur, Corinne Antique. Elle n'avait même pas pris la peine de déguiser son nom. J'ai continué à chercher. Une porcelaine de Limoges de ma mère, 850 €. Une autre, 780 €. Un ensemble de 6 tasses en porcelaine anglaise que ma grand-mère avait rapporté de Londres en 1940, vendu pour 1200 €. Chaque objet avait une photo. Certaines prises ici même, dans mon salon. Je reconnaissais le mur en arrière-plan, le tapis. Elle vendait mon histoire, morceau par morceau, transformant les souvenirs en argent. Et le pire, dans les annonces, elle décrivait tout comme héritage de famille, pièces rares, antiquité de valeur. Elle savait exactement ce qu'elle vendait. Elle connaissait la valeur. Ce n'était pas de l'ignorance, c'était du vol calculé. J'ai photographié chaque annonce, sauvegardé les liens, tout documenté dans mon dossier secret. Mais c'est un jeudi que j'ai obtenu la pièce la plus importante du puzzle. Corinne était dans le jardin, parlant au téléphone. La porte de la cuisine était entr'ouverte. J'étais en train de faire la vaisselle. Oui, parce que même en vivant dans une petite chambre, j'étais toujours obligé d'aider aux tâches ménagères. Et j'ai entendu. « Non, maman, détends-toi, tout est sous contrôle. » Sa voix était animée. Le vieux ne se doute de rien, complètement manipulé. J'ai pris mon téléphone en tremblant, ouvert l'enregistreur, appuyé sur le bouton rouge. Combien de temps encore?
C'était la voix d'une autre femme, probablement la mère de Corinne. Ah, je ne sais pas. Il a 70 ans, il peut vivre encore 10, 15 ans. Mais peu importe. Dès qu'il mourra, cette maison vaut plus d'1 million. J'ai déjà consulté 3 agences immobilières. Et il y a ses investissements aussi. Il doit avoir environ 100 000 euros de placés. Silence. Puis, mais, et Julien, il ne voudra pas vendre? Corinne a ri, un rire bas, méchant. Maman, Julien fait ce que je veux. Il croit tout ce que je dis. Je l'ai déjà convaincu que son père a un début de démence. Quand il mourra, on va tout vendre, partager l'argent et enfin vivre notre vie sans ce vieux chiant qui m'embête. Ma main tremblait tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone, mais j'ai continué à enregistrer. Et s'il découvre quelque chose? Découvrir quoi? Il sait à peine utiliser un téléphone. Il vit enfermé dans cette petite chambre, sans contact avec personne. J'ai coupé tous ses amis. Personne ne vient le voir. Il est complètement isolé. C'est la victime parfaite. Victime parfaite. Ces mots ont résonné dans ma tête comme un coup de feu. En plus, Corinne a continué, voix pleine de venin, j'ai déjà obtenu presque 50 000 de lui. Encore quelques mois, et je nettoie le reste. Quand il s'en rendra compte, s'il s'en rend compte, tout sera déjà sur mon compte. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Poursuivre son propre fils? Jamais. L'appel s'est terminé. Corinne est rentrée, sifflotant. Moi, je suis resté là. Le téléphone à la main, l'enregistrement sauvegardé, 50 000 euros. Elle avait volé 50 000 euros, plus que ce que j'avais calculé. Mais maintenant, j'avais les aveux. Dans sa voix, claire, irréfutable. Je suis monté dans la petite chambre avec les jambes tremblantes. J'ai verrouillé la porte de l'intérieur, la seule chose que Corinne me permettait encore de faire. Je me suis assis sur le lit et j'ai pleuré. Mais je n'ai pas pleuré de tristesse. J'ai pleuré de rage, d'indignation, d'une fureur si profonde qu'elle semblait brûler de l'intérieur. Parce que maintenant j'avais tout. Documents, photos, feuilles de calcul, enregistrements. Et dans 8 jours, Henri reviendrait de Londres. 8 jours pour que le château de mensonges de Corinne s'effondre. 8 jours pour qu'elle découvre que la victime parfaite était en réalité beaucoup plus intelligente qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et quand cette sonnette retentirait, quand Henri entrerait par la porte avec son porte-documents en cuir et ses yeux d'avocat implacables, Corinne allait apprendre une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Mardi, 15h37. Je sais parce que j'ai regardé l'horloge du micro-ondes de la buanderie quand j'ai entendu le son. Un son qui allait tout changer. La sonnette. Mon cœur s'est emballé. Henri m'avait envoyé un message texte 1 heure avant. Un message court, objectif. J'arrive à 15h30. Ne réponds pas à ce message. Je suis resté dans la petite chambre, assis au bord du matelas fin, attendant. Mes mains suaient. 8 jours de préparation. 8 jours à revoir chaque document, chaque photo, chaque enregistrement. Tout caché dans une enveloppe Kraft que j'avais cachée dans la doublure déchirée du matelas. J'ai entendu des pas pressés, talons hauts sur le parquet. Corinne allant ouvrir. J'ai respiré profondément. Je me suis levé, j'ai lissé mon pantalon. Un pantalon beige décoloré qui avait été beau il y a environ 5 ans. J'ai passé ma main dans mes cheveux. Je voulais être présentable. Je voulais qu'Henri voie exactement ce que j'étais devenu. Sa voix a résonné dans la maison. « Corinne, quel plaisir de vous voir. Ton poli, cordial. » Mais je connaissais Henri depuis 40 ans. Je connaissais chaque nuance de cette voix. Et celle-là, c'était la voix qu'il utilisait dans les tribunaux. Contrôlée, dangereuse. « Henri !» Sa voix était animée, étrangement joyeuse. « Quelle surprise! Je ne savais pas que vous étiez en France. Je suis arrivé hier, je suis venu directement voir Marcel. J'avais envie de le voir. Où est-il? » Bref silence. Puis, « Ah, il doit être en train de se reposer. Vous savez, l'âge, il dort beaucoup pendant la journée. » Mensonge. J'étais éveillé. J'ai toujours été éveillé. Je suis sorti de la petite chambre lentement. Le couloir était étroit, mal éclairé. Je suis passé devant la buanderie, le cellier, jusqu'à arriver au salon. Et j'ai vu. Henri était impeccable. Costume gris anthracite, coupe italienne, probablement dans les 2 000 euros.
cravate bleu marine avec des rayures discrètes, cheveux gris peignés en arrière, porte-documents en cuir caramel à la main, de ces modèles exécutifs avec des fermoirs dorés. Il avait 73 ans mais paraissait 10 ans de moins. Posture droite, regard aiguisé, la posture de quelqu'un qui a passé toute sa vie dans des salles de réunion, commandant des audiences. Corinne était dans mon fauteuil Voltaire. Robe noire ajustée, décolleté qui montrait plus qu'il ne cachait, cheveux lâchés tombant sur les épaules, ongles rouges, fraîchement faits, probablement 80 € chez la manucure. Elle souriait, ce sourire faux que j'avais appris à reconnaître. Julien était sur le canapé, téléphone à la main. Quand il a vu Henri, il est devenu légèrement pâle. Il savait qui était Henri. Il savait qu'il avait été le meilleur ami de sa mère. Il savait qu'Henri n'était pas homme à faire des visites sociales sans raison. Marcel. Henri est venu vers moi, a pris mes mains. Les siennes étaient chaudes, fermes, les miennes tremblaient. Il m'a regardé dans les yeux, et dans ce regard, j'ai tout vu. J'ai vu qu'il avait compris mon désespoir silencieux dans les appels, qu'il était venu préparer, qu'il n'allait pas partir d'ici sans régler ça. « Comment vas-tu » Sa voix est sortie basse, intime, la voix d'un ami de 4 décennies. « Je vais bien », j'ai menti, mais mes yeux ont dit la vérité. Et Henri a lu chaque mot non dit. Il a regardé autour de lui. Il a vu le tapis persan taché de saleté. Il a vu le portrait de mon mariage tourné vers le mur. Il a vu le mobilier neuf que Corinne avait mis. Trop moderne, trop froid, sans âme. Puis il m'a regardé à nouveau. Le pantalon décoloré, les cheveux gris mal coupés, les cernes profonds sous mes yeux. « Marcel », dit-il, voix toujours contrôlée mais avec une tension croissante. « Où est ta chambre? Je veux voir comment tu es installé. » Corinne s'est levée d'un bond. « Ah, Henri, quelle idée! Vous voulez un café? Je viens de faire un gâteau au citron. Je veux voir sa chambre. » Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Corinne a hésité pendant 3 secondes. Je les ai comptées mentalement. Elle a hésité puis a forcé un rire. « Bien sûr, mais c'est simple, vous savez. On est encore en train de rénover la maison, alors il est dans une petite chambre temporaire. » « Temporaire ?» La voix d'Henri a coupé comme un rasoir. « Depuis combien de temps ?» Personne n'a répondu. « Marcel, montre-moi. » J'ai marché devant. Je sentais le regard de tous dans mon dos. J'ai traversé le salon, le couloir, passé par la cuisine. À chaque pas, ma dignité piétinée criait pour la justice. J'ai ouvert la porte de la petite chambre. Henri est entré. Il est resté immobile au milieu de cet espace minuscule, 2 mètres sur 3. Matelas par terre, fin comme du papier. Un carton servant de table de nuit, la lampe cassée qui clignotait. Mes vêtements empilés dans des cartons le long du mur, l'odeur de moisi dense, étouffante. La fenêtre minuscule par laquelle la lumière entrait à peine, le mur avec des taches sombres d'humidité, les toilettes de service à côté avec la chasse d'eau cassée qui faisait du bruit toute la nuit. J'ai vu la mâchoire d'Henri se crisper. J'ai vu ses mains se fermer en poing sur les côtés de son corps. J'ai vu la veine sur sa tempe pulser. Il s'est retourné lentement. Il est retourné au salon. Je l'ai suivi, le cœur battant à tout rompre. Corinne était debout, bras croisés, essayant de paraître confiante. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux maintenant, un éclair de nervosité. « Henri !» elle a commencé, voix toujours douce. « Je sais que ça a l'air mauvais, mais... » « Ça a l'air mauvais ?» il a répété. La voix était basse, dangereusement basse. « Vous avez mis un homme de 70 ans, propriétaire de cette maison, dans une chambre de bonne, avec de la moisissure au mur. C'est temporaire, Corinne a insisté. On rénove. Vous rénovez ?» Henri a fait 2 pas vers elle. J'ai vu la suite parentale en passant dans le couloir. Elle est impeccable, rénovée, chère, et Marcel dort à côté de la buanderie. Il a regardé Julien. « Tu savais ça ?» Julien a baissé les yeux. « Oui, c'est temporaire. Corinne. »« Corinne, quoi ?» La voix d'Henri a monté pour la première fois. « Corinne t'a dit de mettre ton père dans un trou ?» Le silence a été absolu. Et alors Corinne a commis l'erreur fatale. Elle a souri, de cette façon dédaigneuse, supérieure. Et elle a dit les mots qui ont scellé son destin.
Henri, avec tout le respect, mais vous exagérez. Cette maison est à moi maintenant. Julien est mon mari, et nous décidons ce qui est le mieux. Et les vieux? Elle a fait une pause, me regardant avec un mépris pur. Les vieux doivent comprendre leur place et se taire. L'air est sorti du salon. Henri est resté immobile, la regardant simplement. Et alors, très lentement, il a souri. Ce n'était pas un sourire amical. C'était le sourire d'un prédateur qui vient de voir la proie commettre une erreur mortelle. Il a ouvert le porte-documents en cuir. Il a sorti 3 documents. Et il a dit « Vois comme de l'eau stagnante avant la tempête. Corinne, il y a quelque chose que vous devez savoir. Et je pense que les 10 prochaines minutes vont être très instructives. » Et à ce moment-là, en observant Henri ouvrir la première page, voyant la panique commencer à fissurer le masque de confiance de Corinne, j'ai su. La guerre était finie. Et j'avais gagné. Henri a posé les 3 documents sur la table basse, cette table en verre que Corinne avait achetée avec mon argent. 1 500 € dans un magasin de décoration dans le Marais. Il ne s'est pas pressé. Chaque mouvement était calculé, délibéré. Comme un chef d'orchestre dirigeant une symphonie, il savait exactement quand chaque note devait sonner. « Avant de commencer, dit-il, voix professionnelle, vous devez savoir qu'il y a 2 témoins dehors, un huissier de justice et une greffière. Je vais leur demander d'entrer maintenant. » Il a ouvert la porte d'entrée. 2 personnes sont entrées. Un homme en costume sombre, porte-document noir sous le bras. L'huissier, une femme d'environ 40 ans, lunettes carrées, tablette à la main. La greffière. « Bonjour, dit l'huissier. Nous sommes ici comme témoins officiels de cet acte. » Corinne est devenue blanche. Toute cette confiance, cet air de supériorité a commencé à se fissurer comme de la porcelaine fine qu'on écrase. « Témoin de quoi ?» demanda-t-elle. La voix est sortie fine, aiguë. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Il se passe, » répondit Henri en prenant le premier document, « que Monsieur Marcel Dubois, ici présent, m'a accordé une procuration il y a exactement 17 jours. Une procuration avec des pouvoirs spécifiques et irrévocables pour une durée de 5 ans, pour représenter tous ses intérêts légaux, financiers et patrimoniaux. » Il a montré le document. Papier à en-tête de notaire, tampon, signature, reconnaissance de signature. C'est un mensonge. Corinne a explosé. Il n'a pas fait ça. Il ne sait même pas ce qu'est une procuration. Henri l'a regardé avec ce calme irritant de quelqu'un qui a déjà gagné. Vous avez raison sur un point, Corinne. Marcel est très intelligent, tellement qu'il a réussi à m'envoyer, même sous surveillance, des dizaines de documents, photos, relevés bancaires, enregistrements. Il a fait une pause, y compris un enregistrement très intéressant d'une conversation entre vous et votre mère. Voulez-vous que je le fasse écouter ici, devant tout le monde ? Silence mortel. Le visage de Corinne est passé du blanc au rouge. Ses mains tremblaient. Julien s'est levé du canapé. « Papa, quelle histoire de procuration. Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Je l'ai regardé. Mon fils, et pour la première fois en moi, ma voix est sortie ferme, forte. La voix de l'homme que j'étais avant d'être brisé. Parce que tu as choisi de la croire au lieu de me croire, Julien. Parce que quand je t'ai dit que de l'argent disparaissait, tu m'as traité de confus. Parce que quand je t'ai montré que je dormais dans un trou, tu as dit que c'était temporaire. Tu ne méritais pas de savoir. Il a ouvert la bouche, l'a fermée, il n'avait pas de réponse. Henri a continué. Document numéro 2. Il a déplié une feuille avec des tableaux, des chiffres, des surligneurs colorés. Expertise graphologique, faite par l'un des meilleurs experts du pays. Il a analysé 14 chèques émis du compte de M. Marcel ces 6 derniers mois. Total, 21 500 €. Il a pointé vers les signatures agrandies sur la feuille. Toutes ces signatures sont fausses. L'inclinaison est mauvaise. La pression du stylo est différente. Les boucles des lettres ne correspondent pas. Marcel n'a jamais signé ces chèques. Mais elle m'a donné l'autorisation, Corinne a bégayé. Elle m'a demandé de signer parce qu'elle avait de l'arthrite. De l'arthrite ? Henri a arqué un sourcil. Intéressant. Parce que les rapports médicaux de M. Marcel, qui sont aussi ici,
ne montrent aucune arthrite invalidante. En fait, il est en parfaite santé cognitive et physique pour son âge. Il a pris le 3e document, et celui-ci était épais, agrafé, officiel. Procès-verbal numéro 467-28-2024, enregistré hier au commissariat spécialisé dans les crimes contre les personnes âgées. Madame Corinne Lefebvre est formellement accusée de détournement aggravé, falsification de documents, escroquerie et séquestration. Corinne a vacillé, littéralement vacillé, se tenant au mur. Séquestration, elle a répété, voix étranglée. C'est de la folie. Elle vit ici. Elle est libre. Libre! Henri s'est tourné vers elle comme un lion. Vous avez changé les serrures et il doit demander la permission de sortir. Vous l'avez isolé de tous ses amis. Vous l'avez enfermé dans une petite chambre immonde. Vous avez contrôlé chacun de ses mouvements. Ça, Corinne, c'est de la séquestration. Et c'est un crime. Il a ouvert le porte-documents à nouveau. Il a commencé à sortir plus de papiers. Relevés bancaires montrant des virements non autorisés d'un montant total de 48 700 €. Capture d'écran de vente d'antiquités sur des sites spécialisés. Toutes les pièces appartenaient à Marcel. Toutes vendues par vous. Reçu d'achat fait avec une carte de crédit ouverte frauduleusement à son nom. Chaque papier qu'il posait sur la table était une condamnation, une preuve irréfutable. Et la cerise sur le gâteau. Henri a pris son téléphone, l'a connecté à une enceinte portable qu'il a sortie du porte-documents. Un enregistrement. Il a appuyé sur lecture. La voix de Corinne a rempli le salon. Le vieux ne se doute de rien, complètement manipulé. Dès qu'il mourra, cette maison vaut plus d'1 million. Julien fait ce que je veux. Elle est la victime parfaite. L'enregistrement a continué. Chaque mot venimeux, chaque plan révélé, chaque démonstration de cruauté et de cupidité. Quand c'est terminé, le silence était sépulcral. Julien était pâle comme un linge. Il a regardé Corinne, puis moi, puis le sol. Corinne. Sa voix est sortie rauque. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que c'est un mensonge. Elle a ouvert la bouche. L'a fermée, l'a rouverte, et alors elle a fait la seule chose que les manipulateurs font quand ils sont acculés. Elle a essayé de jouer la victime. Julien, mon amour, tu ne comprends pas. J'ai fait tout ça pour nous. Ton père était malade. J'essayais de protéger notre avenir. Protéger. Sa voix a explosé. Tu as volé mon père, tu l'as mis dans une chambre de bonne, tu m'as utilisé. Il s'est effondré sur le canapé, tête dans les mains. Henri a regardé l'huissier de justice. Il a hoché la tête. L'huissier a pris son téléphone, a composé, parlé bas. Vous pouvez venir, c'est confirmé. Je me suis tourné vers Henri. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il m'a regardé et pour la première fois, il a souri. Un sourire sincère, fier. Maintenant, Marcel, tu récupères ta vie. Et elle, il a regardé Corinne avec un mépris absolu. Elle va apprendre que voler des personnes âgées a des conséquences très, très graves. La sonnette a retenti. 2 policiers étaient à la porte. Et Corinne a finalement compris que le jeu était terminé et qu'elle avait tout perdu. Abonnez-vous à Les Conseils de Papy, laissez un like et commentez d'où vous nous regardez. Ces histoires doivent être partagées pour que d'autres sachent qu'ils ne sont pas seuls. Les 2 policiers sont entrés dans le salon comme s'ils faisaient partie d'une chorégraphie qu'Henri avait parfaitement répétée. Une policière. Petite, cheveux attachés en chignon serré, expression professionnelle. Un policier. Grand, épaules larges, menottes accrochées à la ceinture. « Madame Corinne Lefebvre ?» demanda la policière. Corinne était adossée au mur, respiration accélérée. Ses yeux couraient d'un côté à l'autre, cherchant une sortie qui n'existait pas. « J'ai droit à un avocat », elle a réussi à dire. « Bien sûr que vous avez ce droit », répondit la policière, voix neutre. « Vous pouvez l'appeler du commissariat. Pour l'instant, nous devons vous demander de nous accompagner. Vous êtes conduite pour témoigner sur des accusations d'escroquerie aggravée, détournement et falsification de documents. C'est ridicule, je n'ai rien fait. »
Corinne a essayé de paraître indignée, mais la voix est sortie étranglée, désespérée. « Julien, Julien, fais quelque chose. Dis-leur que c'est un mensonge. » Mon fils était assis sur le canapé, tête baissée, main tremblante. Il a levé les yeux. J'ai vu des larmes là. Pour la première fois, il voyait vraiment qui était Corinne. « Corinne ?» Sa voix est sortie brisée. « Tu as vraiment fait ça? Voler mon père? » « Je n'ai pas volé. J'administrais son argent pour notre bien, pour notre famille. »« Notre famille. » Julien s'est levé d'un bond. « Tu as mis mon père pour dormir dans une buanderie. Tu as vendu ses affaires. Tu m'as fait croire qu'il était malade. » Le masque de Corinne est finalement tombé. Et ce qui est apparu en dessous était du pur venin. « Ah oui? Et tu penses que c'était difficile de te manipuler, Julien ?» Elle a craché les mots. « Il a suffi que je pleure 2 fois et que je dise que ton père était confus pour que tu croies tout. Tu es faible. Tu l'as toujours été. » La gifle qu'elle lui a donnée, pas physiquement mais émotionnellement, était brutale. J'ai vu mon fils reculer comme s'il avait reçu un coup de poing. « Madame, nous allons devoir vous demander de nous accompagner, » dit le policier, faisant un pas en avant. Corinne a essayé de courir. Elle a vraiment essayé de courir vers le couloir, mais la policière a été plus rapide. Elle a attrapé son bras avec une fermeté professionnelle. « Ne résistez pas, ça va être pire pour vous. »« Lâchez-moi, vous incompétent, vous ne savez pas qui je suis. » Les menottes ont fait un clic métallique autour de ses poignets, et dans ce son si final, si définitif, quelque chose en moi s'est brisé. Pas de tristesse, de soulagement, 6 mois d'humiliation, 6 mois d'enfer, tout résumé dans ce clic. Pendant qu'ils emmenaient Corinne, elle criait. Elle criait que c'était injuste, que j'étais un vieux fou, qu'Henri m'avait manipulé, que ça n'allait pas en rester là. Le voisinage était sorti pour voir. Madame Dupont du numéro 23 avec son petit chien. Monsieur Bernard qui habitait au coin, toujours si poli. La jeune famille du numéro 19 avec leurs 2 petits-enfants. Tous ont vu Corinne être mise dans le véhicule de police, menottes au poignet, criant comme une folle. Et j'ai ressenti de la honte, pas de moi, mais d'avoir laissé les choses arriver à ce point, d'avoir permis que ma vie devienne ce spectacle public. Henri a posé sa main sur mon épaule. « Respire, Marcel, c'est fini. » Mais ce n'était pas fini. Il y avait encore beaucoup de chemin à faire. Quand les véhicules sont partis, sirènes éteintes mais avec l'humiliation complète de Corinne emmenée en plein jour, Julien s'est tourné vers moi. « Papa !» Sa voix s'est brisée. « Papa, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. » Je l'ai regardé. Mon fils unique, que j'avais porté, élevé, aimé inconditionnellement pendant 36 ans. Tu n'as pas voulu savoir, Julien, c'est différent. Mais elle m'a trompé. Elle t'a trompé parce que tu l'as permis, j'ai coupé. Ma voix était ferme maintenant, ferme et fatiguée. Combien de fois je t'ai dit que de l'argent disparaissait? Combien de fois je me suis plaint de la petite chambre? Combien de fois tu m'as vu maigre, triste, éteint, et tu as choisi de la croire au lieu de moi? Il n'a pas répondu, parce qu'il n'y avait pas de réponse. Henri a ouvert le porte-document à nouveau. « Julien, tu n'as pas été arrêté aujourd'hui, mais tu dois savoir que tu as aussi été convoqué à témoigner. La police va enquêter pour savoir si tu savais ou si tu as participé activement à ces crimes. Pour l'instant, tu es considéré comme témoin, mais selon ce qu'ils découvriront, tu peux devenir complice. » Julien a pâli encore plus. Je ne savais pas. Je jure que je pensais qu'elle s'occupait de mon père. « Alors tu as été incompétent, » répondit Henri brutal, « parce que n'importe quel fils qui se soucie vraiment aurait remarqué que son propre père dormait dans un trou. » L'huissier de justice s'est approché avec plus de documents. « Maître Henri, l'ordonnance a été accordée. Monsieur Marcel a la possession exclusive de la résidence à partir de ce moment. Monsieur Julien a 72 heures pour retirer ses affaires personnelles. » Quoi? Julien a regardé de l'un à l'autre. « Vous me mettez dehors de la maison? Cette maison appartient à ton père, » expliqua Henri. « À lui seul. Et après tout ce qui s'est passé, il a le droit légal de décider qui vit ici.
et il a décidé que tu devais partir. » Julien m'a regardé, yeux rouges, visage détruit. « Papa, tu me mets dehors. Je suis ton fils. Et ici, à ce moment, j'ai dû faire la chose la plus difficile qu'un père puisse faire. Tu es mon fils. J'ai accepté. Mais tu as aussi été complice de ma souffrance. Et j'ai besoin de temps, Julien. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de cette maison pour moi. J'ai besoin de me retrouver. Mais je n'ai nulle part où aller. Tu as un salaire de 3500 € par mois comme chef de projet, répondit Henri. Tu peux louer un appartement. Tu peux te débrouiller. Ton père s'est débrouillé toute sa vie. Maintenant, c'est ton tour. La greffière a commencé à faire un inventaire rapide de la maison, photographiant les pièces, listant les objets. Henri a expliqué que c'était pour tout documenter, chaque meuble, chaque objet, pour prouver ce qui avait été volé ou vendu. Et c'est pendant cet inventaire qu'ils ont découvert plus. Dans la chambre que Corinne et Julien occupaient, mon ancienne suite, dans le dressing rénové, il y avait des cartons. Des cartons avec des bijoux, des vêtements avec les étiquettes encore accrochées, des sacs de marque, des chaussures importées. Tout acheté ces 6 derniers mois, nota la greffière. Estimation approximative. 15 000 € en vêtements et accessoires. 15 000 € de mon argent, pendant que je portais des pantalons décolorés. Ils ont aussi trouvé des documents, des contrats que Corinne avait falsifiés, essayant de mettre la maison à son nom et celui de Julien. Des conversations imprimées avec des agences immobilières sur « vendre la propriété du beau-père quand il mourra ». Des feuilles de calcul. Oui, des feuilles de calcul où elle calculait combien elle pouvait encore voler avant que je découvre ou meure. C'était tellement calculé, tellement froidement planifié. Ce n'était pas une impulsion, ce n'était pas une erreur. C'était un crime prémédité. Mais quand le soleil a commencé à se coucher, la maison est finalement devenue vide. Julien était parti, non sans avoir essayé de m'embrasser, ce que j'ai refusé. L'huissier et la greffière sont partis avec des piles de documents. Il ne restait que moi et Henri. Il a préparé du thé dans ma propre cuisine avec ma propre bouilloire et m'a assis à table. Ma table en acajou de Lyon. C'est fini, Marcel. Mais il restait encore une dernière révélation. Une qui changerait tout ce que je pensais savoir sur Françoise, sur Henri et sur comment je n'avais jamais vraiment été seul. N'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy, de laisser un like et de commenter d'où vous regardez. Votre soutien aide cette histoire à toucher plus de personnes. Henri a posé la tasse de thé devant moi. Camomille avec du miel. Exactement comme Françoise faisait quand j'avais une journée difficile. « Tu te souviens ?» j'ai demandé, voix rauque de tant ne pas pleurer. « Je me souviens de tout sur vous deux. » répondit-il, s'asseyant sur la chaise à côté de moi. 40 ans d'amitié ne s'effacent pas. Il a pris une gorgée de son propre thé et resté en silence un moment, regardant simplement par la fenêtre de la cuisine. Dehors, les orchidées de Françoise bougeaient avec le vent de l'après-midi. « Marcel, dit-il finalement, il y a quelque chose que je dois te donner. J'aurais dû te le donner avant, mais j'ai pensé que le bon moment serait après que tout soit fini. » Il a ouvert le porte-document pour la dernière fois. D'un compartiment latéral, il a sorti une enveloppe. Papier crème épais, de qualité. Elle était scellée avec de la cire rouge, du type que Françoise utilisait pour les documents importants. Mon nom était écrit devant. Son écriture. Cette écriture inclinée, élégante, reconnaissable entre toutes. Ma main a tremblé quand j'ai pris l'enveloppe. Quand... Ma voix a failli. Quand a-t-elle donné ça? 2 mois avant de mourir. Elle m'a appelé à son bureau. Elle a dit qu'elle devait parler de quelque chose d'important, très important. Henri a fait une pause, yeux brillants de souvenirs. Elle était différente ce jour-là, plus sérieuse, lourde. Quand elle a fermé la porte, elle m'a dit « Henri, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Si un jour Marcel a besoin d'aide, vraiment besoin, pas une aide simple, tu seras là. Tu le protégeras de n'importe quoi, n'importe qui. » Je tenais l'enveloppe contre ma poitrine.
Je pouvais presque sentir Françoise là, son odeur de parfum, sa façon calme de résoudre les problèmes, son rire bas quand je faisais une mauvaise blague. Elle t'a aussi donné de l'argent? J'ai demandé, me souvenant de ce qu'Henri avait mentionné avant. 38 000 €. Elle a dit que c'était pour les frais juridiques, si nécessaire, pour garantir que tu ne sois jamais sans protection, même si ça signifiait poursuivre des gens que tu aimes. 38 000 €. Françoise avait mis ça de côté, avait planifié ça, avait prévu ça. Elle savait. Ma voix est sortie dans un murmure. Elle savait pour Corinne. Pas pour Corinne spécifiquement, mais elle se méfiait de Julien, de l'influence que les mauvaises personnes pourraient avoir sur lui. Henri a posé. Françoise aimait votre fils, Marcel, mais elle connaissait ses faiblesses. Ça a fait mal parce que c'était vrai. Avec des doigts tremblants, j'ai brisé le seau de cire, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, 3 pages écrites à la main. L'écriture de Françoise remplissant chaque ligne avec soin. J'ai commencé à lire et j'ai dû m'arrêter à la première phrase parce que les larmes ont commencé à couler. Lisse à voix haute. Henri a demandé doucement. Elle aimerait que je l'entende aussi. J'ai respiré profondément, essuyé mes yeux, et lu. Mon cher Marcel, si tu lis ceci, c'est que je suis déjà parti. C'est que tu es seul d'une façon que tu n'as jamais imaginée. Et c'est que probablement quelque chose a mal tourné, très mal. Je te connais, mon amour. 42 ans de mariage m'ont appris chaque détail de qui tu es, ta force, ta bonté, mais aussi ta difficulté à imposer des limites quand il s'agit de personnes que tu aimes. C'est pour ça que je laisse cette lettre à Henri. Parce que je sais que si tu en es arrivé au point d'avoir besoin de lui, c'est parce que tu as essayé de résoudre seul et que tu n'as pas réussi. C'est parce qu'on t'a probablement blessé, utilisé, fait sentir petit. Et je ne peux pas permettre ça. Même morte, je ne peux pas permettre que quelqu'un détruise l'homme qui a construit une vie avec moi. Je me méfie de Julien. Je sais que c'est dur à lire. Je sais que tu vas vouloir défendre notre fils. Mais j'ai vu des choses, Marcel. J'ai vu comme il est influençable, comme il cherche l'approbation au mauvais endroit, comme il peut être manipulé par des personnes qui savent exactement quels boutons appuyer. Je ne dis pas qu'il est mauvais, je dis qu'il est faible. Et les personnes faibles, quand elles se marient avec les mauvaises personnes, font des choix terribles. C'est pour ça que j'ai laissé Henri comme ton gardien. Il a les pouvoirs pour agir si tu en as besoin. Il a les ressources. Il a tout mon soutien et ma confiance. N'hésite pas à utiliser cette protection. N'aie pas pitié. Ne te sens pas coupable. Tu mérites la dignité. Tu mérites le respect. Tu mérites de vivre les années qui te restent en paix. Dans la maison que nous avons construite, entourée de bons souvenirs, pas de douleur. Si Julien t'a déçu, pardonne-lui éventuellement. Mais pas avant qu'il apprenne, pas avant qu'il comprenne ce qu'il a fait. Le pardon sans conséquence n'enseigne rien. Et sur la maison, ne laisse jamais, jamais quelqu'un te la prendre. Chaque brique a été posée avec notre sueur, chaque meuble choisi avec notre goût. Ces orchidées dans le jardin ont été plantées de mes propres mains, en pensant à te voir les arroser pendant des années après mon départ. Continue à les arroser, mon amour. Continue à vivre dans cette maison. Continue à être le Marcel Faure que j'ai connu à 24 ans, qui m'a affronté quand j'avais tort, qui a construit une entreprise avec moi, qui n'a jamais baissé la tête devant personne. Henri va s'occuper de toi. Fais-lui confiance comme je lui ai fait confiance toute ma vie. Et si tu lis ceci en pleurant, et je sais que tu pleures, sache que je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Depuis le jour où je t'ai vu à cette fête de fin d'études, en costume bleu, riant de cette façon qui illuminait toute la salle. Tu as été mon meilleur choix, ma meilleure décision, mon refuge. Maintenant, sois ça pour toi-même, avec tout mon amour, hier, aujourd'hui et toujours. Françoise, j'ai terminé de lire et je n'ai pas pu retenir. Je me suis effondré. 42 ans d'amour résumés en 3 pages. Une femme qui, même en sachant qu'elle allait mourir, a pensé à me protéger, qui a prévu ma souffrance et essayé de l'éviter. Henri a posé sa main sur la mienne, n'a rien dit, est juste resté là.
j'ai pleuré pour Françoise, pour la vie que nous avons eue, pour la vie qu'elle n'a pas vue. J'ai pleuré pour moi, pour l'enfer que j'ai traversé. J'ai pleuré pour Julien, pour le fils qu'il aurait pu être et n'a pas été. Mais au milieu des larmes, quelque chose d'autre est apparu. De la gratitude, parce que Françoise avait raison. Elle a toujours eu raison. Et même après sa mort, à travers Henri, à travers cette lettre, à travers le plan qu'elle avait construit, Françoise me protégeait toujours. Je n'ai jamais été seul. Jamais. Elle m'a cherché un samedi matin, dit Henri doucement. 2 semaines après cette conversation au bureau, elle a apporté tous ses documents, des instructions détaillées, des contacts, des stratégies. Elle a monté un plan complet au cas où tu aurais besoin un jour de te défendre légalement contre quelqu'un. Elle savait qu'elle allait mourir, je ne sais pas, mais elle savait qu'elle devait te préparer un bouclier, même si tu ne savais jamais qu'il existait. J'ai tenu la lettre contre ma poitrine à nouveau. Je pouvais presque sentir Françoise là, son odeur de parfum, sa façon calme de résoudre les problèmes, son rire bas quand je faisais une mauvaise blague. « Merci », j'ai dit à Henri, « d'avoir tenu ta promesse. »« Je le referai 1000 fois, » répondit-il. « Vous deux avez été ma famille quand je n'avais personne. Quand ma femme est morte, qui m'a accueilli, toi et Françoise ? Quand j'ai failli abandonner l'avocature, qui m'a donné de la force, toi et Françoise, ça... » Il a pointé vers les documents éparpillés sur la table. C'était le minimum que je pouvais faire. Nous sommes restés assis là, dans la cuisine que Françoise et moi avions rénovée ensemble il y a 15 ans, buvant du thé pendant que le soleil se couchait complètement. Et pour la première fois en 6 mois, je me suis senti chez moi. Vraiment chez moi. Mais il y avait encore un chemin devant moi. Récupérer n'était pas seulement une question de justice légale, c'était une question de reconstruction, de réapprendre à vivre et de décider quoi faire avec les morceaux d'une relation père-fils qui avait été brisée. 3 mois plus tard, je suis assis sur la véranda de la maison, ma maison, avec une tasse de café et le journal du matin. Novembre est arrivé avec cette chaleur agréable de Paris, le type de matin où le ciel est bleu sans aucun nuage. Les orchidées de Françoise sont en fleurs, violettes, blanches, jaunes. Je les arrose tous les jours, comme elle a demandé dans la lettre. Et chaque fois que je vois une nouvelle fleur éclore, je sens qu'elle est là d'une certaine façon, souriante. La sentence de Corinne est sortie la semaine dernière. 4 ans et 3 mois de prison en régime semi-ouvert. Condamnation pour escroquerie aggravée, falsification de documents et détournement. La juge avait été dure. Pendant l'audience, elle a regardé Corinne et dit quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire. Les crimes contre les personnes âgées démontrent une cruauté particulière. Vous n'avez pas volé seulement de l'argent. Vous avez volé la dignité, la paix, la sécurité. Vous avez volé à quelqu'un que vous deviez protéger. Corinne devra restituer 52 100 €. Tout ce qu'elle avait détourné avec intérêts et corrections monétaires. Plus 12 000 € de dommages moraux. Comme elle n'avait pas cet argent, les biens ont été saisis. Les vêtements de marque, les bijoux. Tout vendu aux enchères judiciaires. Même ainsi, ça n'a pas suffi à couvrir toute la dette. Le reste, elle va le payer en mensualité pour le restant de sa vie. Justice poétique, peut-être. Mais ça ne m'a pas apporté la joie que j'imaginais. Seulement une clôture, parce que la vengeance ne guérit pas. La justice n'efface pas 6 mois d'humiliation. Ce qui guérit, c'est reconstruire. Et c'est ce que j'ai fait. La première chose a été de récupérer ce que Corinne avait vendu. Henri a engagé un détective privé qui a tracé chaque objet. La montre de gousset en or de mon grand-père. Elle était dans une bijouterie à Saint-Germain-des-Prés. Je l'ai rachetée pour 7 800 €. 9 000 € de plus que ce que Corinne avait reçu. Les porcelaines de Limoges. Nous avons trouvé 14 des 18 pièces dans différents antiquaires. Les 4 autres n'ont jamais été retrouvées. Probablement vendues à des collectionneurs privés. Chaque objet qui revenait à la maison était comme récupérer un morceau de moi. J'ai rénové la petite chambre du fond. Pas pour y vivre. Plus jamais je n'y dormirai.
Je l'ai transformée en bibliothèque. J'ai mis les étagères en acajou qui étaient au dépôt, le fauteuil de lecture que Françoise utilisait, la lampe en bronze qu'elle avait reçue de son père. J'ai accroché des photos de nous au mur, notre remise de diplôme, notre mariage, les voyages que nous avons faits, Julien bébé. Parce que oui, Julien existe encore dans mon histoire. Je ne pouvais pas effacer mon fils, même si je le voulais. Il m'appelle toutes les semaines. Au début, je ne répondais pas. Ensuite, j'ai commencé à répondre, mais en gardant mes distances. Conversation courte, objective. Je vais bien, Julien. Et toi? Rien de profond, rien d'intime. Il a divorcé de Corinne 2 semaines après l'arrestation. Il a loué un petit appartement dans le 17e arrondissement. Il a commencé une thérapie. Il m'a raconté ça lors d'un des appels. Voix étranglée. J'ai besoin de comprendre comment j'ai laissé ça arriver, papa. Comment j'ai été si aveugle. Je voulais lui pardonner. Une partie de moi le voulait vraiment. Mais le vrai pardon n'est pas instantané. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne parce que c'est correct. C'est quelque chose qui grandit lentement, comme les orchidées de Françoise. Ça a besoin de temps, de soins, de preuves que la personne a changé. Le mois dernier, Julien est apparu à la porte sans prévenir, avec un carton dans les mains. « Papa !» dit-il quand j'ai ouvert. « J'ai trouvé ça dans le dépôt de l'appartement que j'ai loué. Corinne les avait cachés. Ce sont les tiens. » Dans le carton se trouvaient les 4 porcelaines manquantes, celles que nous n'avions jamais trouvées. Elle les avait cachées, probablement pour les vendre plus tard. Julien a tendu le carton et est resté là à la porte, sans demander à entrer. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, » dit-il. « Je sais que j'ai été un fils horrible, mais je vais passer le reste de ma vie à essayer de prouver que je peux être meilleur, même si tu ne me pardonnes jamais complètement. » J'ai pris le carton. J'ai regardé mon fils, 36 ans, yeux rouges d'avoir tant pleuré, maigre. Il avait perdu environ 10 kilos depuis que tout était arrivé. « Entre, » j'ai dit. « On va prendre un café. » Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début. Aujourd'hui, il vient déjeuner ici le dimanche. Nous apportons de la nourriture préparée. Aucun de nous n'a l'envie de cuisiner de grands repas encore. Nous mangeons. Nous parlons de travail, de bêtises. Jamais de Corinne, jamais de ces 6 mois. Ça fait encore mal, ça va faire mal encore longtemps. Mais nous essayons. J'ai recommencé à voir mes amis. Jacques vient ici 2 fois par semaine pour que nous jouions à la belote. Henri déjeune avec moi tous les vendredis. C'est devenu une tradition. J'ai rejoint un groupe de soutien pour personnes âgées victimes d'abus familial. J'aide d'autres personnes qui sont passées par ce que j'ai traversé. Je raconte mon histoire. Je montre qu'il est possible de reconstruire. La maison est redevenue mienne. Je dors à nouveau dans la suite parentale. Mais avant, j'ai tout rénové à nouveau. J'ai enlevé ce que Corinne avait mis. J'ai ramené les vieux meubles. J'ai mis le lit où Françoise et moi avons dormi pendant des décennies. Parfois, la nuit, elle me manque encore. Sa chaleur à mes côtés. Sa respiration dans le silence. Mais j'ai aussi appris à apprécier ma propre compagnie. J'ai découvert que solitude et solitude sont des choses différentes. La solitude est vide. La solitude est pleine. Pleine de soi-même. J'ai 70 ans. Statistiquement, je peux encore vivre 15-20 ans, et ces années seront à moi. Personne ne va me les prendre. Personne ne va me mettre dans une petite chambre. Personne ne va me faire sentir invisible. Parce que je ne suis pas invisible. Je suis Marcel Dubois, expert comptable retraité, veuf, père, survivant. Et s'il y a une chose que j'ai apprise ces 3 mois, c'est que la dignité n'est pas quelque chose qu'on vous donne. C'est quelque chose que vous réclamez, que vous vous battez pour garder, que vous protégez avec acharnement. Je regarde les orchidées bouger dans le vent, le ciel bleu sans nuages, la tasse de café fumante dans ma main. Et je souris, parce qu'aujourd'hui, finalement, je suis redevenu moi-même. Si vous regardez ceci et reconnaissez cette histoire, que ce soit dans votre vie ou dans celle de quelqu'un que vous aimez, sachez, vous n'êtes pas seul. L'abus contre les personnes âgées est réel, il est cruel et il est plus courant que nous l'imaginons. Mais sachez aussi,
Vous pouvez réagir, vous pouvez chercher de l'aide, vous pouvez récupérer votre vie. Il n'est jamais trop tard pour se lever, jamais trop tard pour dire non, jamais trop tard pour récupérer votre dignité. Et si vous êtes fils, fille, petit-fils, petite-fille, regardez les personnes âgées autour de vous. Vraiment, regardez. Demandez-leur si elles vont bien. Pas juste ça va, mais vraiment. Êtes-vous traité avec respect? Êtes-vous heureux? Êtes-vous en sécurité? Parce que parfois la personne crie à l'aide en silence et elle a juste besoin de quelqu'un qui écoute. Ceci était mon histoire. Réelle, douloureuse, mais aussi victorieuse. Et si elle a touché votre cœur, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Laissez un like pour que plus de personnes voient. Et abonnez-vous à Les Conseils de Papy pour continuer à suivre des histoires de vie comme celle-ci. Parce que les histoires doivent être racontées pour que d'autres personnes sachent qu'elles ne sont pas seules. Et qu'il existe toujours, toujours un chemin de retour à la maison.